Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire intitulé Approche pratique en cas d'allergie aux antibiotiques en cabinet dentaire, organisé par le CRATB de Bretagne, les CRPV de Rennes et de Brest et l'URPS des chirurgiens dentistes libéraux de Bretagne. Je vais laisser la parole tout d'abord au docteur Thierry, vice-présidente de l'URPS, qui ensuite passera la parole aux deux intervenantes que l'on remercie d'être présentes avec nous aujourd'hui. Docteur Thierry? Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, ce webinaire est le troisième consacré aux antibiotiques en 4 ans. Donc un en 2022 et un en 2024. Et fort de ce succès, nous réitérons donc cette nouvelle expérience aujourd'hui. L'URPS Chirurgiens Dentistes Libéraux, c'est une association représentative des chirurgiens dentistes. Et elle poursuit donc son engagement en faveur de la santé publique et la lutte contre l'antibiorésistance, d'où une fois de plus ce webinaire. Elle valorise les actions conduites avec ses partenaires, tels que la Gendarmerie de Bretagne pour la sécurité des soignants, ainsi que le Centre régional en antibiothérapie et les 2 centres régionaux de pharmacovigilance aujourd'hui. Sans plus tarder, nous laissons la parole au docteur Marie-Noëlle Osmond, pharmacienne au CRPV de Rennes et au CRATB Bretagne, et au docteur Greta Gourrier, dermato-allergologue au CRPV de Brest. Merci. Merci, et puis merci à tous pour vos connexions et pour l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Alors, hop. Donc, on vous propose avec Greta Gourrier un topo autour de l'hypersensibilité aux antibiotiques en cabinet dentaire. Un petit mot peut-être pour définir nos deux structures, enfin, et le CRATB. Donc, il y a Greta Gourrier qui est responsable du CRPV de Brest et moi, j'exerce au CRATB Bretagne et au CRPV de Rennes. Donc, les CRPV, c'est des structures régionales, même si on a 2 en Bretagne, une à Brest, une à Rennes. Il y en a 30 sur le territoire français et on est en charge de la surveillance du médicament. C'est des structures que vous connaissez peut-être déjà. Et le CRATB Bretagne, quant à lui, donc, c'est une structure qui est en charge de la lutte contre l'antibiorésistance et pour le bon usage des antibiotiques. Et donc, on a quelques objectifs communs, comme on pourra voir dans le topo, sur le bon usage des antibiotiques. Donc, un peu pour planter le décor, quelques éléments d'épidémiologie. Comme vous le savez peut-être, en France, il y a 80% des antibiotiques qui sont prescrits en ville, la plupart par les médecins généralistes, mais également par les dentistes à hauteur d'à peu près 14%. Avec cette classe médicamenteuse, on peut rencontrer des problématiques de réaction d'hypersensibilité. Et donc, dans la littérature, on trouve qu'en fait, il y a à peu près 10% de la population française qui est étiquetée allergique aux pénicillines. Néanmoins, parmi ces personnes-là, en fait, l'allergie vraie, elle est assez rare, puisqu'elle concerne seulement 10 à 15% de ces patients-là. Je vous propose de revenir sur une étude qui a été publiée très récemment par nos collègues du CRPV de Besançon et qui ont fait le point sur des données de la base nationale de pharmacovigilance. Donc, c'est la base qui compile tous les signalements de pharmacovigilance qui sont réalisés en France depuis 1985. Et donc, ils se sont spécialement intéressés aux déclarations de pharmacovigilance réalisées par les chirurgiens dentistes sur 10 ans, entre 2013 et 2023. Donc, sur ces 10 années-là, ils ont retrouvé 509 signalements. Et parmi eux, en fait, c'était majoritairement des cas non graves. Et globalement, en fait, ils ont observé que les chirurgiens dentistes déclaraient de façon assez homogène sur le territoire national. Et qu'on retrouvait dans ces signalements? Et bien finalement, à hauteur de presque un quart des signalements, on avait des EI qui concernaient les classes médicamenteuses de médicaments qui sont prescrits par les chirurgiens dentistes ou utilisés par les chirurgiens dentistes, avec en premier lieu les antibiotiques, donc 44% à peu près, avec donc l'amoxine plus ou moins acide clavulanique, le métronidazole, la spiramycine, et surtout en fait des problématiques de réaction anaphylactique ou de réaction cutanée.
On retrouvait également d'autres classes médicamenteuses que vous utilisez avec les anesthésiques locaux, on y reviendra un petit peu. Également des problématiques de réaction anaphylactique, les antalgiques, les AINS avec de l'hypersensibilité, mais aussi les cas de possible aggravation d'infections sous-jacentes. Et puis les bains de bouche antiseptiques avec notamment la chlorhexidine pour laquelle il y a eu un rappel il y a peu de temps sur la possibilité de réaction d'hypersensibilité immédiate. Et puis on avait un peu plus d'un tiers des signalements qui concernent là des effets indésirables odontologiques sur des médicaments qui ne sont pas forcément prescrits par le chirurgien dentiste, donc il n'a pas lui-même prescrit. Donc, c'est des EI qui touchent la sphère buccale, avec en premier lieu les ostéonécroses de mâchoire qui sont observées avec le dénosumab et les bisphosphonates, qui sont des médicaments utilisés dans le traitement de l'ostéoporose. Des hypertrophies gingivales qu'on peut observer avec plusieurs classes médicamenteuses, et notamment les inhibiteurs calciques avec l'amlodipine ou encore un immunosuppresseur, la cyclosporine. Et puis, en fait, d'autres EI de la sphère buccale à type d'ulcération, avec notamment le nicorandil, qui est un médicament qui est connu pour faire des ulcérations pas seulement buccales, donc un médicament qui est utilisé dans le traitement de l'angor. Et puis d'autres EI type sécheresse buccale, carie dentaire, dysgeusie, etc. Et puis le reste des signalements, donc ça doit faire à peu près 40% des signalements, c'était en fait tout ce qui était les EI en lien avec la vaccination contre le Covid-19, donc tout type d'EI, et donc c'était sur la période de l'année 2021. Pardon. Et donc les conclusions de ce petit point qui avait été fait, ça faisait surtout ressortir que la plupart des signalements concernaient des effets indésirables qui relevaient du domaine odontologique, pour des médicaments qui étaient pas forcément prescrits par les chirurgiens dentistes, et puis qui avaient finalement un taux de déclaration qui était plutôt faible de la part des chirurgiens dentistes, même si le circuit est quand même connu, puisqu'on voit que au moment de la vaccination Covid, les EI sont bien remontés aussi de la part des chirurgiens dentistes. Voilà. Alors, on part sur un petit WooClap qui... Là, on va vous demander de réfléchir un petit peu à les événements qui, pour vous, peuvent être des symptômes allergiques. Donc, vous allez avoir la question qui va s'afficher sur votre téléphone portable ou sur votre PC. Est-ce que vous avez tous cliqué sur le QR code que j'ai envoyé ce matin dans le mail qui reprenait le lien de connexion? Vous cliquez sur le lien qui était transmis, WooClap, avec le code SNRARUT. Je ne sais pas si tu peux redémarrer, Marie-Noël, parce que là, je vois que... Ouais, tout à fait. Ouais. Tac, on va juste attendre un petit peu peut-être que... Ouais, je vais relancer, que vous me dites quand je relance. Certains ont des difficultés pour ouvrir le WooClap. Vous pouvez le mettre dans le chat si vous voulez. Moi, j'ai rajouté le lien sur... Voilà, donc normalement, en scannant là, le QR code qui apparaît à l'écran, vous devriez pouvoir vous connecter. Bon, écoute, on va pouvoir déjà lancer si on a quelques-uns qui sont connectés. Et puis, voilà. Donc, parmi les manifestations suivantes, à votre avis, quelles sont là où les manifestations qui peuvent être des symptômes allergiques? Donc, parmi l'urticaire, l'eczéma, l'érythème polymorphe, des éruptions des plis, ou bien des cytopénies, une crise d'asthme, des vomissements, des céphalées, chocs, lésions cutanées bulleuses, psoriasis ou atteinte des ongles. Je vois pas de, de réponse apparaître pour le moment. Voilà, là c'est bon. Donc on a peu de réponses. Peu de réponses. Bon, c'est pas grave. Je vais te laisser afficher les résultats. Voilà. Donc, alors, en fait, il y a les manifestations, on va le voir un petit peu plus classiques d'anaphylaxie.
qui sont tout ce qui vont être les manifestations cutanées qu'on va revoir, les manifestations de nausées et vomissements, sensations de malaise, bronchospasme, c'est-à-dire crise d'asthme, qui apparaissent rapidement après le contact avec l'allergène, et ça qui sont les symptômes d'anaphylaxie un peu classiques qu'on connaît bien. Mais en fait, il y a d'autres types d'allergies, notamment ce qu'on appelle les toxidermies, qui peuvent survenir un petit peu plus à distance de l'exposition avec les médicaments, et donc ils peuvent donner des éruptions des plis, des éruptions assez profuses au niveau de la peau, qui entraînent des desquamations, des lésions cutanées bulleuses également, euh, et, euh, et d'autres types de manifestations allergiques, parfois avec des cytopénies médicamenteuses aussi, on va le voir. Je te laisse rebasculer, Marie-Noël, sur le diaporama et on va revoir ensemble la classification de ces différentes allergies parce que c'est pas toujours de l'anaphylaxie. Donc, dans les allergies, on a ce qu'on appelle les réactions d'hypersensibilité de type 1, dites allergies qu'on appelle immédiates. Et c'est ça qui cause les anaphylaxies. C'est lié à une immunité humorale, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps de type IgE qui vont se fixer sur la surface des mastocytes et des basophiles et les activer. Et ça survient en règle générale dans l'heure qui suit la prise du médicament. Et je dirais même dans l'heure qui suit la première prise du médicament. Par exemple, vous donnez de l'amoxicilline à un patient, dans l'heure qui suit la prise du premier comprimé, paf, il va faire sa manifestation allergique. Alors, ça, c'est dans la grande majorité des cas. On reste prudent dans les heures qui suivent la première prise d'un comprimé ou d'un médicament, parce que parfois, c'est pas tout à fait comme dans les livres et ça peut dépasser un petit peu le délai. Donc Marie-Noël vous en parlera. C'est vrai que dans les 6 heures, sur ce type de réaction qui survient dans les 6 heures, on reste prudent. Mais c'est souvent dans l'heure qui suit la prise. Pour les médicaments injectés, administrés soit par injection sous-cutanée, par voie IV, ça peut être même plus rapide, hein. C'est en dessous de la demi-heure en général, voire dans les quelques minutes qui suivent l'injection. Alors, quel type de manifestation? On va avoir une urticaire superficielle avec ces plaques que vous voyez sur la photo qui vont être mobiles et fugaces. On a parfois de l'urticaire profonde, donc de l'angioëdème qui se manifeste, on va le voir aussi sur des photos, par des œdèmes des lèvres, de la face, de la langue parfois du cou aussi, et parfois des œdèmes des mains et des pieds. Mais ça reste un grade 1 s'il n'y a pas de manifestation respiratoire associée. Il peut y avoir aussi des troubles digestifs qu'on oublie souvent, mais qui sont assez présents dans les médicaments pris par voie orale. Donc avec des douleurs abdominales, parfois un peu pseudo-chirurgicales, des vomissements, des nausées simplement, des diarrhées. Un bronchospasme aussi, avec vraiment une sensation de crise d'asthme, d'oppression thoracique, parfois des douleurs thoraciques associées. Et il peut y avoir une hypotension associée avec une tachycardie, et ça peut aller bien sûr jusqu'au choc, voire à l'arrêt cardiaque. Je te laisse passer, Marie-Noël. Donc là, on voit qu'il y a un volumineux angioëdème lingual. Une autre session d'imprégnation iconographique avec là une autre forme d'urticaire, vous voyez, avec un aspect pseudo-cocardiforme, mais qui a en fait une urticaire typique. Là encore, d'autres plaques d'urticaire. On aime bien les photos en dermatologie. Donc vous voyez un aspect encore différent de ces plaques urticarielles, encore sur le tronc. Encore un aspect d'angioëdème, avec, vous voyez, un angioëdème du visage, un angioëdème labial et un angioëdème palpébral. Et il y a globalement un angioëdème assez global du visage. Là, le patient a un visage plus rond qu'habituellement. Et là encore, des photos d'urticaire aiguë, là, chez des enfants. Et en dehors de cette réaction d'allergie immédiate, qu'on appelle l'hypersensibilité immédiate allergique, eh bien, il y a des hypersensibilités allergiques retardées. Donc ça, on a une classification qui s'appelait la classification de Galley-Coombs, dont vous avez peut-être entendu parler lors de vos études. Maintenant, il y a une classification révisée qui s'appelle la classification de Jutel, et il y a d'autres types d'allergies médicamenteuses. Donc, il peut y avoir des cytopénies médicamenteuses, mais aussi des maladies sériques qui vont donner des fièvres avec des éruptions urticariennes fixes qui sont souvent qui durent plusieurs jours, des pneumopathies d'hypersensibilité, des phénomènes d'artus qui sont aussi des placards inflammatoires au site d'injection, qui sont liés à des dépôts de complexes humains localement au niveau des sites d'injection. Ça s'est vu beaucoup pour les vaccinations, et notamment la vaccination Covid. Il y a parfois aussi des vascularites médicamenteuses avec des lésions purpuriques et des mécanismes cellulaires avec des toxidermies. Donc, on va voir quelques photos, et parfois des eczémas de contact allergiques aussi pour les médicaments topiques. Et là, le délai est souvent retardé. Ça peut aller de 1 jour à plusieurs semaines après la prise du médicament pour ce qu'on appelle les DRESS syndromes.
On va voir quelques photos. Encore un peu d'imprégnation iconographique. Donc là, c'est une toxidermie qu'on appelle un exanthème maculopapuleux qui apparaît dans les 5 à 21 jours suivant le contact avec l'allergène médicamenteux en question et qui donne donc cette éruption maculopapuleuse qui démarre souvent au tronc et qui se diffuse souvent à l'ensemble du corps, qui peut s'accompagner aussi parfois de fièvre et parfois d'une hyperéosinophilie. Alors ça, c'est une toxidermie qu'on n'aime pas du tout. C'est ce qu'on appelle un LIEL ou nécrolyse épidermique toxique. Avec les formes localisées avec atteinte des muqueuses qu'on appelle aussi les syndromes de Steven-Johnson. Et là, ça peut donner un décollement en linge mouillé qui peut être très étendu sur le corps. Donc, c'est une prise en charge vraiment qui s'apparente au grand brûlé avec un transfert dans des centres de réanimation spécialisés. Le plus proche, c'est Nantes. Donc, c'est 4 à 28 jours après la prise du traitement. On a aussi les Dress syndrome avec un érythème et une infiltration dermique souvent diffuse là aussi qui peut s'accompagner d'atteintes d'organes, foie, poumons, souvent d'une hyperéosinophilie aussi marquée. Et donc là aussi, ça peut amener à des défaillances d'organes qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Donc le délai est plus retardé dans les 15 à 42 jours, mais on a des formes précoces pour les expositions aux produits de contraste iodé. Et enfin, les pustuloses exanthématiques généralisées. Donc ça qui donne des éruptions pustuleuses au niveau de la peau, souvent localisées au niveau des plis. Ça aussi, c'est une toxidermie considérée comme grave et qui peut s'accompagner beaucoup plus rarement pour le coup d'atteinte d'organes. Et le délai est plus rapide de 1 à 10 jours à peu près après l'exposition avec le médicament en question. Donc tout ça, bien sûr, peuvent être des toxidermies qui peuvent aussi être engendrées par les antibiotiques. Je te laisse passer. Encore d'autres toxidermies qu'on peut aussi rencontrer avec les antibiotiques, qui sont l'érythème pigmenté fixe avec là, c'est sur cette photo de pied, vous voyez, c'est une éruption qui survient toujours au même endroit après la prise d'antibiotiques. Donc là, c'est une forme relativement bénigne. Et vous voyez que sur le côté, il y a des formes d'érythème pigmenté fixe bulleux généralisé qui peuvent faire des présentations pour le coup plus sévères. Je te laisse passer. Et ces formes aussi qu'on appelle les ZRIF, qui sont des exanthèmes en fait flexuraux qui peuvent apparaître après là aussi prise d'antibiotiques ou de divers médicaments tu peux passer Marie-Noël. Voilà, on appelle ça les ZRIF, qui sont aussi appelés syndrome babouin parce que vous voyez, ça donne cette atteinte assez spécifique aussi qui peut se localiser au siège. Et ça aussi, ça peut être des toxidermies médicamenteuses qui sont un peu moins connues du grand public, mais c'est considéré aussi comme des allergies médicamenteuses. Alors, à retenir, une allergie n'est pas toujours immédiate, c'est-à-dire que ces toxidermies et ces réactions retardées, les cytopénies médicamenteuses, les maladies sériques, c'est aussi une contre-indication à la réadministration du médicament en cause. Donc, il n'y a pas toujours les anaphylaxies qui sont des allergies médicamenteuses. Les allergies dites immédiates, elles surviennent en général dans l'heure qui suit l'administration du médicament. Prudence cependant dans les réactions qui surviennent dans les 6 heures après l'administration du médicament, en particulier si l'urticaire s'accompagne d'autres signes digestifs, respiratoires ou d'une sensation de malaise ou d'une chute de tension. Donc, je vais continuer avec un cas clinique tout simple avec quelques questions. Donc, on va repasser en format WooClap. Donc, c'est une patiente de 35 ans qui doit subir un acte bucco-dentaire invasif et donc qui nécessite une antibiothérapie. Et la question, c'est selon vous, quelle est l'antibioprophylaxie oui, il y a une erreur. Une antibroprophylaxie recommandée en première intention, donc azithromycine, amoxicilline ou pristinamycine. Voilà, donc la réponse correcte pour ceux qui ont répondu, c'est bien l'amoxicilline 2 grammes, avec en fait l'azithromycine et la pristinamycine qui seraient plutôt en cas d'hypersensibilité aux pénicillines. Alors, je vais partir sur le diapo. Donc là, en fait, cette patiente-là, elle rapporte toutefois une notion d'antécédent d'allergie aux bêta-lactamines. Et donc, parmi les symptômes ci-dessous, lesquels seraient à considérer comme un antécédent d'allergie aux bêta-lactamines? Est-ce que donc, les troubles digestifs qui surviennent dans plus d'une heure après la prise, une réaction de type anaphylactique, des mycoses,
des antécédents familiaux d'allergie aux antibiotiques ou une éruption cutanée survenue dans les 6 heures suivant la prise de la première dose d'amoxicilline. Donc voilà, hop. Donc les réponses correctes, c'était un antécédent de réaction de type anaphylactique suite à la prise d'un antibiotique. Hop. Et puis une éruption cutanée survenue dans les 6 heures suivant la prise de la première dose d'amoxicilline, même si, comme l'a dit Greta, en général, c'est plutôt dans l'heure qui suit. Mais voilà, on considère ce délai-là pour les réactions immédiates. L'antécédent familial d'allergie aux antibiotiques, c'est pas à considérer comme un antécédent d'allergie pour le patient concerné, de même que les mycoses ou les troubles digestifs qui surviennent plus d'une heure après la prise. Et donc, chez notre patiente, alors, je vais attendre après avant de lancer la question. Donc, la patiente, en fait, on va lui recommander la réalisation d'un bilan allergologique pour explorer cet antécédent. Et la question suivante, c'est quels bénéfices on peut attendre de ce bilan allergologique? Alors, confirmer une allergie à l'amoxicilline en cas de test cutané positif, permettre l'utilisation de l'amoxicilline en cas de bilan négatif, et ou diminuer l'utilisation d'antibiotiques à large spectre en cas de bilan négatif. Et donc là, en fait, les trois réponses étaient correctes, avec en effet la possibilité de confirmer l'allergie en cas de test cutané positif, de permettre en fait une réintroduction de l'amoxicilline en cas de bilan négatif, et puis justement le fait qu'il y ait un bilan négatif, ça va permettre d'utiliser l'amoxicilline et d'éviter d'utiliser les antibiotiques à large spectre. Alors, donc, les principaux messages à partir de ce petit cas clinique, c'est qu'en fait, comme on disait, la suspicion d'allergie aux antibiotiques et en particulier aux bêta-lactamines, en fait, c'est une étiquette qui est attribuée à 10% environ de la population générale, à tort dans une bonne partie des cas, et qu'en fait, ça peut mettre en difficulté en cas de besoin thérapeutique imminent de bêta-lactamine. Et donc, ça conduit à l'éviction de la bêta-lactamine chez le patient concerné. Et ça peut engendrer une surprescription d'antibiotiques de seconde, voire troisième ligne ou d'antibiotiques à spectre plus large. Et donc, c'est ce qui favorise aussi l'antibiorésistance. Donc, le message principal, c'est l'importance de retirer rapidement cette étiquette allergique aux patients, donc, qui du coup bénéficie de la réalisation d'un bilan allergologique pour explorer cet antécédent. Greta, je te repasse la parole. Merci. Alors justement, vous êtes au cabinet et puis lors de vos soins, il y a une patiente qui présente les symptômes suivants. Elle commence à avoir une urticaire aiguë. Donc, en général, il commence à dire ça les gratte, et en particulier au niveau palmoplantaire, au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Parfois, la bouche aussi commence à picoter. Puis, il y a l'urticaire qui apparaît, parfois en angioëdème. Une sensation de dyspnée, donc sensation de blocage respiratoire. Elle se sent pas bien, des douleurs abdominales, des nausées, un léger gonflement de la lèvre et une sensation de malaise. Alors parfois, quand dans les formes un petit peu sévères, les patients décrivent vraiment une sensation de mort imminente, hein. Ils ont l'impression qu'ils vont partir, comme ils disent. Voilà, avec donc la nécessité de s'allonger. Et donc, tu peux passer Marie-Noël. Et si donc c'était une anaphylaxie, bien sûr, il faut y penser tout de suite. Je te laisse passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas de prise en charge urgente? Bon, déjà, le but, c'est de ne pas rester tout seul, d'alerter rapidement. Donc, en cabinet dentaire, souvent, vous êtes plusieurs. Donc, l'assistant, la secrétaire, tout le monde s'y met et vient aider un petit peu pour surveiller le patient et puis pour appeler rapidement le 15. À partir d'un grade 2, donc à partir d'un grade 2, ça veut dire à partir du moment où le patient a une sensation d'oppression respiratoire, en tout cas des signes respiratoires ou des signes digestifs, y compris les nausées, qui a une hypotension, une sensation de malaise, c'est l'indication à faire de l'adrénaline en intramusculaire.
Il n'y a aucune contre-indication à faire de l'adrénaline intramusculaire en situation d'urgence. On vous reprochera toujours de ne pas l'avoir fait plutôt que de l'avoir fait, entre guillemets, par excès. Alors, qu'est-ce que c'est l'avoir fait par excès? En fait, il n'y a pas beaucoup de situations. C'est le faire parce que soit bon, le patient présente un malaise d'une autre cause, par exemple un gros malaise vagal, et puis vous avez peur que ce soit une allergie. Bon, bah, c'est pas grave. Il a son adrénaline IM, mais mieux vaut le faire au cas où ce soit une anaphylaxie que pas de faire. Et l'autre situation, c'est bah, s'il y a uniquement un grade 1, c'est-à-dire une urticaire aiguë seule ou un angioëdème. Mais parfois, en cas d'angioëdème important, notamment au niveau du visage, on ne vous reprochera pas de le faire, hein, parce que dans les situations d'allergie, il peut y avoir une obstruction des voies aériennes qui se fait. Donc l'adrénaline IM à avoir en stylo auto-injectable au cabinet et ne pas hésiter à en faire au moindre doute parce que finalement, ça améliore très très rapidement les patients. Même les symptômes respiratoires vont s'améliorer plus rapidement avec l'adrénaline IM que la ventoline dans le cadre des anaphylaxies. Donc, ça, je l'ai dit, aucune contre-indication à l'utilisation d'adrénaline IM en cas d'anaphylaxie. Les autres traitements qui sont utiles à avoir dans la trousse d'urgence bah, sont les antihistaminiques qu'on peut là rapidement administrer, même dès que les patients commencent à se gratter ou avoir de l'urticaire sous la peau. D'emblée, hop, 2 comprimés d'antihistaminiques. Les bêta-2 de courte durée d'action, donc ça, c'est la ventoline en spray, si les patients ont une difficulté respiratoire. Et les corticoïdes. Donc souvent, c'est 2 comprimés de corticoïdes orales. C'est pas l'urgence finalement de donner les corticoïdes oraux. Les corticoïdes oraux, ils vont avoir souvent plutôt un effet pour prévenir la phase rebond. Je te laisse passer. Évidemment, on soustrait à l'allergène. C'est-à-dire que si le patient, il a, je sais pas, alors si vous avez des gants en latex, c'est une suspicion d'allergie au latex, on enlève les gants. Il était en train d'avoir un bain de bouche avec un allergène suspect, ben, on rince la bouche, etc. On essaie vraiment de se soustraire à l'allergène. Si on est au bloc, il y a une perfusion en cours, on l'arrête. Enfin voilà, ça paraît bête, mais s'il a un cathé imprégné avec Chlorhex, on l'enlève. Enfin voilà. Et notez l'heure de début des symptômes, c'est très simple et c'est très important parce que ça va prédire, d'une part, le dosage de la tryptase, qui est en fait un dosage qu'on fait dans le sang et qui nous permet après d'interpréter si oui ou non c'est potentiellement une allergie. Mais pour ça, il faut qu'on fasse le dosage dans les 30 minutes à 2 heures suivant le début des symptômes. Donc, il faut qu'on ait l'heure de début des symptômes. On arrive rarement à récupérer. Et ça permet aussi de prédire l'évolution avec la forme biphasique, donc de prévenir quand le patient est à risque d'effet rebond. Et enfin, il y a une surveillance hospitalière impérative, c'est-à-dire que le patient, il est au cabinet, il fait son anaphylaxie, même si ses symptômes s'améliorent, etc., il faut l'adresser, il faut qu'il soit surveillé pendant quelques heures aux urgences, tout simplement pour le risque d'effet rebond. Comme ça, avec un risque de résurgence des symptômes dans les quelques heures qui suivent la première salve de symptômes. Donc la surveillance hospitalière est impérative, on ne laisse pas le patient rentrer chez lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il va falloir tracer l'allergie, bien sûr, dans le dossier patient, en informer le médecin traitant et que le patient, donc le dossier médical partagé idéalement, et il faut aussi que le patient puisse être vu par un allergologue, hein. Donc un courrier pour l'allergologue, et ça, c'est important d'avoir un petit peu l'historique de tous les produits utilisés, quitte à adresser un courrier complémentaire au patient après si on n'a pas le temps de le faire dans l'urgence. Mais il faut que le patient puisse savoir quels produits ont été utilisés. Le médecin traitant doit bien évidemment être informé de ce qui s'est passé. Et alors, pour l'allergologie médicamenteuse, c'est particulier parce qu'il n'y a pas de trousse d'urgence nécessaire. Sauf, petite exception que je mets là, c'est la chlorhexidine. Donc, si notamment il y a eu une allergie lors de l'utilisation des bains de bouche à la chlorhexidine, il vaut mieux l'utiliser parce qu'en fait, on peut l'utiliser dans des produits, on peut les retrouver dans des produits de consommation courante. Voilà. Donc là, il vaut mieux prescrire une trousse d'urgence aux patients. Et bien sûr, faire la déclaration de pharmacovigilance. On va revoir en fin de topo comment est-ce qu'on la fait. On peut la faire directement en ligne. C'est pas très compliqué. Ça prend pas très longtemps. Alors là, je vous ai fait un petit tableau comparatif. Vous pourrez avoir accès à ce topo-là. Mais si vous souhaitez vous équiper au cabinet, si vous ou changer éventuellement vos stylos auto-injectables, là, je vous ai fait un petit comparatif de EpiPen, Anapen Jext avec les formations adultes et pédiatriques, leur coût, donc combien ça coûte, leur durée de conservation et leur facilité d'utilisation, avec derrière un lien qui rappelle en fait comment utiliser ces dispositifs auto-injectables. C'est bien de le faire, de revoir un peu la vidéo d'auto-injection avant de rencontrer la situation d'urgence, parce que parfois, si on l'a jamais fait, c'est vrai que en situation d'urgence, ça peut être un petit peu le stress et ça peut amener à des erreurs d'injection.
Alors, petit bouclap, qui sont les coupables potentiels en cabinet dentaire? Et là, je te laisse switcher. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme coupable en cabinet dentaire? Les antibiotiques, la chlorhexidine, j'en ai un peu parlé, la povidone iodée, donc la bétadine, l'alcool modifié, les anesthésiques locaux, est-ce que les pansements peuvent être en cause? Les acrylates, le latex? Alors, je te laisse mettre les réponses. Voilà. Alors, les antibiotiques peuvent être en cause, évidemment, d'où l'objet du topo aujourd'hui. La chlorhexidine peut être en cause également. Et c'est un allergène émergent, hein, comme le disait Marie-Noël. Il y a une alerte de l'ANSM en 2003. La chlorhexidine, en fait, était très connue pour donner des eczémas de contact allergiques. Donc, ça peut donner des eczémas de contact allergiques. Mais en fait, de plus en plus, on a des hypersensibilités immédiates allergiques qui peuvent donner des tableaux d'anaphylaxie. Donc, méfiance. Et c'est un antécédent aussi à demander aux patients. La povidone iodée, c'est du coup la bétadine. Donc la bétadine peut donner des eczémas de contact allergiques et beaucoup plus rarement que la chlorhexidine, peut donner des réactions allergiques type anaphylaxie, mais vraiment, pour le coup, c'est vraiment rare. L'alcool modifié ne donne pas d'allergie légiodépendante, pas d'eczéma de contact allergique non plus. Par contre, ça peut donner des eczémas irritatifs sur des expositions répétées. Les anesthésiques locaux peuvent donner des allergies immédiates aussi, donc des anaphylaxies. Voilà. Alors, les pansements, ça ne donne pas des symptômes d'anaphylaxie hein, en cabinet, mais par contre, ça peut donner, parfois, il y a des réactions d'eczéma de contact allergique au col. Les acrylates également sont pourvoyeurs d'eczéma de contact allergique, mais ça ne donne pas d'anaphylaxie. Et puis, le latex, pourvoyeur aussi d'anaphylaxie également. Merci pour votre participation. Donc là, on a fait un petit résumé. En général, donc au cabinet, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est le latex, même si la prévalence est en diminution quand même globale dans la population. Les antibiotiques, les antiseptiques, et donc là, attention à la chlorhexidine, et les anesthésies locaux. Au bloc, on peut avoir bien sûr les curares. On peut avoir les hypnotiques, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Les opioïdes, eux, sont plus pourvoyeurs d'hypersensibilité non allergique. Donc, les opioïdes, type morphine, codéine, vont donner des urticaires, mais non allergiques. Les allergies dépendantes sont exceptionnelles. Donc là, c'est vraiment de l'ordre du bouton à 5 pattes. Et souvent, c'est des tableaux sévères pour le coup. Les solutés de remplissage, sauf les cristalloïdes, peuvent donner aussi, donc la gélofusine, tout ça, peuvent donner des allergies, souvent avec des sensibilisations à la gélatine. Et puis, tout autre médicament qui va être administré dans l'heure précédant l'apparition des symptômes, donc parfois au bloc à utilisation de produits de contraste iodés ou de produits de contraste échographiques, ça peut être aussi en cause. Pour les anesthésiques, les anesthésiants inhalés, type les furanes, il n'y a pas de réaction allergique IgE-dépendante qui sont décrites pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas de réaction d'hypersensibilité à une pénicilline? Si la réaction est survenue en hospitalisation ou au bloc, il faut penser à doser la tryptase, qui se fait dans les 30 minutes à 2 heures suivant le début des symptômes, d'où l'importance de noter l'heure. Il y a des dosages d'IgE spécifiques qui sont possibles, donc là, qui peuvent être prescrits aux patients dès la réaction, finalement, qui peut aller faire ensuite en prise de sang en ville. Donc, les IgE qui sont dosables, c'est l'amoxicilline, l'ampicilline, céphaclor, pénigé, pénivé. Alors, c'est très informatif si on a des IgE qui reviennent positifs. On ne peut pas éliminer l'allergie si ça revient négatif. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet pour des patients qui sont hospitalisés ou qui doivent être hospitalisés derrière d'avoir rapidement une idée sur le coupable, si c'est l'antibiotique ou si c'est d'autres éléments utilisés au bloc opératoire, parce que si le patient, par exemple, doit bénéficier d'une reprise chirurgicale ou pas, eh ben, c'est intéressant de savoir si c'est les drogues d'anesthésie qui sont en cause ou si c'est l'antibiotique. Pour le retour à domicile, il n'y a pas de trousse d'urgence si c'est des médicaments hors chlorhexidine qui sont incriminés. Parce que là, pour le coup, le patient n'a pas de risque de rencontrer par hasard l'allergène. C'est pas comme dans les allergies alimentaires, c'est pas comme dans les piqûres aux hyménoptères ou dans certaines allergies respiratoires graves. Voilà. A priori, pour les allergies de médicaments, il n'y a pas de risque. Alors, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une allergie, une anaphylaxie à une pénicilline ou un antécédent de réaction allergique évocateur à la pénicilline? On peut utiliser les carbapénem ou l'astréonam, des antibiotiques de familles différentes,
ou les céphalosporines de 3e, 4e ou 5e génération avec un test de provocation orale qui là se fait pour le coup plutôt à l'hôpital. Donc en tout cas, carbapenem, astronam ou toutes les autres classes, il n'y a pas de problème. Les tests de provocation, ils se font en milieu hospitalier avec un chariot d'urgence. Il faut savoir qu'il y a quand même un risque de réaction croisée avec toutes les bêta-lactamines qui sont rares. Hein. Pour les carbapenem, c'est moins de 20%. Pour les C3G, C4G, c'est 3%. Et pour les C1G, C2G, c'est 7 à 10%. Donc pour tout ce qui va être l'introduction d'une autre bêta-lactamine, quand il y a eu des réactions très sévères de grade 3 ou grade 4, il faut le faire en milieu hospitalier. Mais il n'y a pas de problème avec les autres classes. Ici, il n'y a pas d'alternative médicamenteuse possible pour des patients qui ont, par exemple, des germes multirésistants. On peut faire des protocoles d'induction de tolérance en milieu hospitalier. On administre le traitement médicamenteux à dose très progressive. Donc ça, c'est de la prise en charge spécialisée, mais il faut savoir que ça existe et que ces patients-là peuvent quand même être pris en charge en milieu hospitalier, même quand ils sont multi-allergiques ou qu'ils ont des bactéries multirésistantes très compliquées. Ça arrive, hélas, on est ce genre de cas. Pour les hypersensibilités, la retardée, donc de type 2 à 4, ce que j'ai présenté tout à l'heure, les cytopénies, les maladies sériques, les toxidermies, là, il faut vraiment éviter impérativement toute la classe des bêta-lactamines. Il y a juste pour les maladies sériques où là, les céphalosporines de 3e génération peuvent être introduits sans problème. Pour les réactions d'hypersensibilité, cette fois-ci, il y a une céphalosporine. Et ben, ça va dépendre de la génération de la céphalosporine qui est impliquée. Quand il y a une réaction une C3G, C4G ou une C1G, C2G, dans tous les cas, la carbapenem ou les autres antibiotiques, c'est OK. Et après, eh bien, on peut utiliser des C3G, C4G, C5G à chaîne latérale différente ou pour les C1G, C2G, une pénicilline ou une céphalosporine à chaîne latérale différente. Et là, en fait, il y a des petits tableaux, que je crois que je vous l'ai mis après, des tableaux de réactivité croisée. Voilà. Donc là, je vous en ai mis un, c'est issu du Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice, qui montre les chaînes allergiques qui sont proches ou similaires. Et donc là, dès qu'il y a des cases avec des petites têtes de mort, c'est évocatrice, faut pas du coup les utiliser parce qu'il y a un risque d'allergie croisée. Alors, un petit flash pour la pratique aussi concernant les anesthésiants locaux. On fait un petit pas de côté par rapport à la thématique, mais c'est aussi intéressant parce qu'en fait, il y a un message qui est très simple. C'est que quand il y a eu un antécédent de réaction allergique ou une réaction au cabinet à un amide, eh ben, on peut utiliser les esters. Tu peux afficher le tableau, Marie-Noël. Voilà. Et inversement, c'est-à-dire il n'y a pas de croisement entre la classe des amides et la classe des esters. Donc ça, c'est assez simple comme message. Quand il y en a un qui pose problème, on peut utiliser l'autre dans la limite où c'est pas forcément facile de se procurer les formes injectables qui conviennent hein, pour les soins dentaires. Ça, c'est encore une autre problématique. Mais en tout cas, par contre, quand il y a une allergie au sein des amides, eh ben, on peut faire des tests pour voir les alternatives tolérées, mais il y a parfois des allergies croisées au sein de l'ensemble de la classe. Pareil pour les esters. Par contre, ça ne croise pas entre les classes. Pour les produits contraste iodés, eh ben, là, quand il y a une réaction allergique, on recommande de faire des tests allergologiques pour trouver des alternatives tolérées. Ça peut croiser au sein de tous les produits de contraste. Mais souvent, quand il y a une réaction, par exemple au sein du groupe A, dans l'attente des tests allergologiques, s'il y a nécessité d'une imagerie urgente injectée, eh ben, on utilise le Xenetics sous surveillance et sous prémédication. Mais l'idéal, c'est de trouver des alternatives par les tests allergologiques au sein de la classe. Donc pour les PCI, pour les réactions aux produits contraste iodés qui soient immédiats ou retardés, voilà, il n'y a pas, alors, pas d'allergie à l'iode, ça c'est quand même important de le dire aux patients. Il n'y a pas de lien avec les allergies aux crustacés ou à la bétadine. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on rappelle. Il faut éviter tous les PCI si possible dans l'attente des tests du fait de réactions croisées. Mais comme je vous disais, s'il y a une réaction, enfin, nécessité de réaction urgente, on utilise le Xenetics. Tu peux passer, voilà. Quand il y a une hypersensibilité immédiate, c'est un test dans les 6 mois qui suivent la réaction. Alors, il y a une petite erreur, pardon. C'est dans les 6 semaines, idéalement, qui suivent la réaction. Toujours est-il qu'avec les délais qu'on a pour les bilans allergologiques, en général, c'est dans les quelques mois qui suivent. Et les hypersensibilités retardées, c'est en général à 6 mois pour laisser le temps à la peau de récupérer de l'allergie. Et ça doit être en centre spécialisé si toxidermie sévère, donc en Bretagne, Brest, Rennes ou Nantes.
On teste 3 PCI, un groupe A, un groupe B et un iso-osmolaire, le Visipac en général. Et s'il y a une nécessité d'injection de produits contrastes iodés en urgence, eh ben, on utilise le Xenetix si ce n'était pas lui qui était en cause dans la première réaction. Et donc, pour clore un peu notre propos, on va finir sur des notions de pharmacovigilance et de signalement, notification de pharmacovigilance, et puis vous donner également des contacts, que ce soit pour vous aider, des contacts auprès d'allergologues, des conseils en antibiothérapie, et puis les contacts évidemment des CRPV. Donc d'abord pour la partie CRPV, donc comme je le disais en introduction, donc il y a 30 centres régionaux de pharmacovigilance, il y en a 2 en Bretagne, un à Brest, un à Rennes. Les missions de la pharmacovigilance, c'est de recueillir les signalements en lien avec les médicaments. Donc, vous vous adressez, en cas de suspicion d'effets indésirables médicamenteux, vous adressez un signalement auprès de votre CRPV. Nous, on est en charge d'attribuer une imputabilité au médicament, c'est-à-dire de mesurer la force du lien entre le médicament et l'effet suspecté. Donc pour ça, on fait une analyse sur des critères chronologiques, sémiologiques et puis bibliographiques. Et puis, votre signalement, il est ensuite enregistré dans la base nationale dont on a parlé en début de topo. Et puis, ces signalements, ils sont enregistrés, mais ils sont ensuite analysés au travers d'enquêtes nationales qui sont menées sur les médicaments qui sont tous surveillés à l'échelon national. Et à partir des signalements, il y a recherche de signaux potentiels. Et donc, ces signaux potentiels, ils sont analysés en lien avec l'ANSM. Et puis, quand ils sont identifiés, ils peuvent donner lieu à des actions de santé publique ou à des communications auprès des prescripteurs, des alertes de sécurité. Donc, on vous a remis les contacts, notamment le contact téléphonique pour les CRPV. Le CRPV de Brest, il est en charge du Morbihan et du Finistère, celui de Rennes, des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Donc, vous pouvez nous contacter par le canal qui vous convient le mieux. Et puis, ce qu'on voulait souligner aussi, c'est que au-delà de l'activité de notification et de signalement, en fait, on est aussi centre d'information sur le médicament et en fait, vous pouvez tout à fait nous contacter pour des demandes de renseignements si vous avez justement une suspicion d'un lien entre un médicament ou un effet ou une question en lien avec le médicament de façon large. En fait, on est aussi là pour ça. Et puis, vous avez le portail du ministère que vous connaissez peut-être, où vous pouvez effectuer vos signalements. Donc, il existe depuis quelques années maintenant. Et en fait, vous avez tous les champs nécessaires aux signalements qui sont déjà prédéfinis. Et donc, on vous a mis l'adresse du site en question. Pour le côté allergologique, on vous a mis des contacts dans les différents départements. Même si, comme le disait Greta, les délais peuvent parfois être un petit peu longs. En tout cas, c'est les contacts vers lesquels vous pouvez vous tourner. Et puis, on a également pris soin de vous donner le plus d'informations possible, notamment des contacts téléphoniques et des emails quand on en disposait. Donc ça, c'est pour le 22 et le 35. Et puis, l'autre diapo, c'est pour le 29 et le 56. Donc voilà, comme ça, on vous mettra à disposition ces contacts-là qui peuvent vous aider dans votre pratique en cas de difficultés en lien avec une hypersensibilité médicamenteuse. Et puis, je vais laisser la parole à Marine Caillot, docteur Marine Caillot, qui est responsable du CRATB Bretagne et qui va vous parler du conseil en antibiothérapie. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et du coup, nous, on a des contacts d'infectiologues partout en Bretagne. Si vous avez besoin d'un conseil en antibiothérapie ou un conseil un peu plus large sur le plan infectiologique, vous avez des équipes d'infectiologues au CHU de Rennes, au CHU de Brest, Saint-Brieuc, Saint-Malo, à Vannes, à Lorient, à Quimper et à Pontivy. Et on a du coup dans ces équipes, on a 6 équipes qui font même partie et qui coordonnent des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie depuis 2 à 3 ans. Donc on a des EMA au CHU de Rennes, à Brest,
Saint-Malo, à Quimper, à Vannes. Saint-Brieuc monte son EMA en novembre et puis il restera Pontivy et Lorient prochainement, on espère. Et ces équipes sont donc coordonnées par un infectiologue, mais associées également un pharmacien, un microbiologiste. Parfois, ils ont aussi des infirmières en antibiothérapie que vous pouvez aussi contacter si vous avez une question en particulier pour un des membres de l'équipe. En gros, le conseil en antibiothérapie, en tout cas, vous pouvez l'avoir dans toute la Bretagne. Vous aurez forcément un infectiologue de proximité. Donc là, on vous a remis les numéros de téléphone. Donc les numéros, vous pouvez les joindre. Vous aurez directement l'infectiologue en ligne. Donc c'est des numéros professionnels et ils sont disponibles en heure ouvrée du lundi au vendredi et certaines équipes font aussi le week-end. C'est le cas en tout cas pour le samedi matin à Brest et à Rennes et Quimper, je crois qu'ils font aussi tout le week-end. Et vous pouvez aussi envoyer des demandes de conseils en antibiothérapie sur les plateformes de téléexpertise. En Bretagne, c'est Omidoc qui marche très bien. Alors tous le font pas, mais en tout cas, une bonne partie de ces équipes le font. Et puis, si vous avez une question en lien avec les antibiotiques ou une demande un peu plus spécifique de formation, vous pouvez nous écrire au Centre régional en antibiothérapie. Et puis, on a un site internet aussi, on vous a remis le lien, c'est Antibiotiques Bretagne, où on a un onglet dédié aux chirurgiens dentistes, où on remet en ligne les webinaires qu'on fait avec le RTS et puis des documents aussi spécifiques qu'on peut mettre à disposition. Voilà, et puis j'en profite aussi sur l'antibiothérapie, je pense que vous êtes au courant, mais il y a des recommandations qui vont bientôt arriver, des nouvelles recommandations sur l'antibiothérapie en chirurgie dentaire avec pas mal de modifications par rapport aux anciennes recommandations qui dataient de 2011. Donc on reviendra vers vous dans les prochains mois pour vous proposer probablement un webinaire un peu de ce type-là, pour vous présenter les nouvelles recos qui devraient beaucoup vous intéresser, je pense. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Dr Caillot. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Vous pouvez poser aussi vos questions à l'oral, si vous voulez, en rallumant votre micro et en levant la main. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole? N'hésitez pas si vous avez des cas aussi à discuter. Après, sinon, c'est que tout était très clair, Marie-Noël. Alors, c'était assez dense, mais vous aurez accès au diaporama après, notamment pour récupérer tous les contacts, le tableau comparatif là, des dispositifs auto-injectables. Je sais pas si tous les chirurgiens dentistes là présents ont déjà des dispositifs auto-injectables disponibles au cabinet. Alors c'est quand même fortement recommandé parce que c'est vrai que à partir du moment, enfin ça, j'ai pas fait de rappel juridique, hein, mais à partir du moment où c'est vrai qu'on fait des injections aux patients au cabinet ou qu'on administre des médicaments, il faut théoriquement pouvoir avoir de quoi prendre en charge des effets indésirables potentiels de ces médicaments. Et donc, l'effet indésirable grave immédiat qui peut survenir en général, c'est l'anaphylaxie. Donc, c'est bien de pouvoir s'équiper au cabinet et d'avoir une trousse d'urgence avec à minima les dispositifs auto-injectables et donc les corticoïdes, les antihistaminiques et le spray aérosol de bêta-2 mimétique de courte durée d'action. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu se connecter sur cet horaire, à diffuser l'information. Les webinaires seront mis en ligne et ça peut être regardé après aussi en replay. Et puis voilà, n'hésitez pas à diffuser autour de vous. Il y a une question. L'exétidine pose-t-il autant de soucis que la chlorhexidine? Alors les autres antiseptiques posent globalement à peu près tous plus des soucis d'eczéma de contact allergique.
Donc l'exomédine en tête de file. Après, globalement, tous, sauf l'alcool modifié, enfin pur, parce qu'il y a aussi des associations, peuvent donner des eczémas de contact allergique. Voilà. L'alcool, après, c'est ce qu'on peut voir hein, parfois avec les solutions hydroalcooliques, etc. Ça peut donner aussi des eczémas de contact plus irritatifs. Bien que maintenant, avec les nouvelles formulations, notamment pour les solutions hydroalcooliques, comme ils contiennent des émollients, c'est moins irritant que les lavages au savon. Ça, faut le savoir aussi. En tout cas, les autres, à part la chlorhexidine, les autres antiseptiques ne posent quasiment pas de problème d'anaphylaxie. Un tout petit peu, dans de rares cas, pour la bétadine, mais les autres, c'est de l'ordre de l'exceptionnel, vraiment. Merci Et, beaucoup. Oui, et juste pour allez-y. rappeler sur la chlorhexidine, parce que je n'ai pas détaillé plus que ça, mais il y a des alertes quand même aussi sur parce qu'il y en a dans beaucoup de produits comment dire, de consommation courante. Donc parfois, c'est utilisé aussi comme conservateur dans les dentifrices. Donc on a des bains de bouche, là, vous êtes rompu à cet exercice-là. Il y en a aussi dans les pastilles pour la gorge. On en trouve aussi parfois comme conservateur dans certains cosmétiques. Enfin, c'est un peu embêtant parce que vraiment, il y a une ubiquitarisation de ces usages. Ce qui fait que moi, personnellement, même si on n'a pas de recommandation sur le sujet, je préfère quand même prescrire des trousses d'urgence à ces patients-là. Mm. Oui, je voudrais prendre le temps de remercier du coup les docteurs Osmond, Gourier et Caillot pour leur intervention respective ce midi. Merci à toutes et à tous de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire interactif. On attend également, s'il vous plaît, vos retours dans la question de satisfaction. C'est assez important pour nous afin de au mieux nos actions pour les chirurgiens dentistes libéraux. Vous savez peut-être déjà que l'URPS participe à d'autres projets issus des remontées que les chirurgiens dentistes leur envoient, notamment sur la santé et la sécurité des soignants, la transition écologique au cabinet, ou encore l'accompagnement et le signalement des patients en danger. L'URPS accompagne les praticiens au quotidien à travers des enquêtes, des fiches pratiques, des replays comme aujourd'hui, le soutien à la formation continue et la représentation des libéraux auprès des instances régionales de santé, tout en étant vigilante au respect de la profession par les non-praticiens dentaires. Actuellement, nous avons plusieurs grandes thématiques d'action, notamment la désescalade de la violence et les patients en danger. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ces actions en présentiel ou en distanciel. Les formulaires d'inscription sont déjà disponibles sur notre site. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation aujourd'hui. Et donc, on se reverra prochainement, sûrement à la fin de l'année pour le second webinaire. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, et si cela convient à tout le monde, nous allons pouvoir du coup clôturer ce webinaire en vous remerciant toutes et tous. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et tous. Et Merci. merci Carline pour l'organisation. Merci à toutes et à Merci tous. beaucoup.